On poursuit ce Et en même temps avec vous, Patrick Poivre d'Arvor. Je le disais tout à l'heure, finalement, on sent que vous êtes assez heureux de pouvoir être dans le fauteuil de l'éditorialiste avec nous ce soir et commenter la France. C'est agréable de pouvoir prendre du recul. N'est-ce pas? Mais je voudrais qu'on dise un mot aussi de cette nouvelle vie que vous aviez. Parce que vous le disiez, vous continuez à être journaliste sur Radio Classique. Mais justement, c'est pas complètement un hasard que ce soit Radio Classique, parce que l'autre amour que vous chérissez aujourd'hui, c'est la musique. Vous vous lancez d'ailleurs dans un spectacle, je le disais tout à l'heure, Patrick et ses fantômes. Pourquoi tout d'un coup vous évadez dans ce monde-là? Eh ben, quand j'ai quitté donc le journal, enfin plutôt quand on m'a quitté ou quand le journal m'a quitté, bon, voilà, je me suis dit plutôt que de remettre mes traces là où j'avais déjà quand même pas mal arpenté, eh ben, je vais essayer d'aller davantage vers la création. Alors j'ai réalisé un film, j'ai fait des mises en scène d'opéra, Carmen, là, j'ai fait aussi Don Giovanni, j'ai même écrit le livret d'un opéra. Tout ceci m'a de plus en plus passionné. J'ai fait beaucoup de lectures, spectacles. Je lisais des poèmes avec un pianiste, une harpiste, une violoncelliste. Tout ça, m'a rendu très heureux. Puis il y a 2 ans, on m'a proposé de monter sur scène pour une pièce qui s'appelait Garde alternée. Et dans la salle, il y avait des Québécois. Puis ils sont venus me voir en disant, ben voilà, nous on a un spectacle qui cartonne au Québec depuis déjà 5-6 ans. Et on voudrait que vous soyez le personnage principal. Ce spectacle s'appelle là-bas Edgar et ses fantômes. Et donc il s'appelle ici Patrick et ses fantômes. Et les fameux fantômes en question, c'est ceux que vous voyez. C'est pas n'importe qui. C'est Bach, c'est Beethoven, c'est Mozart, c'est Erik Satie. Et ils sont sur scène avec moi et avec 25 musiciens, un chef, des numéros de magie incroyables, comme seuls les Québécois savent faire, parce que les gens apparaissent, ils se paraissent, tout ça, c'est remarquable. Et surtout, on apprend beaucoup de choses sur la vie de ces différents grands compositeurs. On apprend beaucoup de choses, donc c'est à la fois pédagogique et très ludique. Et les gens rient, et il y a de toutes les générations. Je vois les mamies qui amènent leurs petits-enfants, et tout le monde est heureux. C'est un spectacle qui rend très heureux. Et vous devenez finalement un homme de tournée. Et alors là, bon, pour l'instant, j'ai répété, là, c'est pour ça que j'étais à Montréal avec mes amis qui sont arrivés aujourd'hui, mes amis québécois, qui interprètent Mozart, Beethoven et tous les autres. Là, c'est Bach qu'on voit. Et puis, après, on va donner pendant 1 mois au Casino de Paris. C'est déjà une salle, 1600 places, il y a du monde. Hein. Et après, on verra, oui, si le spectacle peut aller. Pendant longtemps, les Français vous regardaient, mais vous ne les regardiez pas. De fait, vous regardiez évidemment la caméra. Le fait d'être, en gros, passé effectivement de l'écran au théâtre, comment vous ressentez ça, la présence du public ? Moi, j'aime ça, parce que profondément, c'est vrai, là, je regarde cette caméra, ou celle-là, il n'y a personne derrière. Avant, il y avait quelqu'un, mais on ne le voyait pas, c'était la caméra. Là, vous avez, bon, même si ce sont des salles de 300-400 personnes, ou de 700 comme au Casino de Paris, vous les sentez vibrer, il y a des feedbacks immédiats, vous avez tout de suite envie de communiquer, puis vous voyez quand vous êtes un peu faiblard, ou quand le public aussi, parfois, est un peu assoupi, c'est peut-être de votre faute. Enfin, moi, c'est passionnant. On avait reçu au début de l'année Michel Drucker, autre homme de télévision, qui lui aussi est monté sur scène. Qu'on ait ce besoin à un moment de passer de la télévision à la scène, comment vous l'expliquez? Il y a quelque chose qui manque quand même dans la télévision? Il y a quelque chose qui... Oui, peut-être. On a eu la chance de faire quand même plein de choses. Moi, j'ai fait des émissions de variété, j'ai fait à peu près tout. Enfin, j'en ai fait vraiment beaucoup, des différentes. Là, c'est une possibilité d'exister différemment et d'aller un peu plus vers la création, comme je disais. Donc, parce que notre métier, c'est un métier de transformation ou de transmission. Là, il y a de la création en plus. Ça me plaît. Franchement, j'y trouve un bonheur fou. Laurent. Et puis il y a les livres. Parce que, voilà, il correspond aussi, c'est la suite logique de... C'est assez cohérent, la culture populaire, présenter des émissions littéraires. Vous avez écrit, je ne les ai même pas comptés, un nombre de livres calculables, des romans, et aujourd'hui c'est la musique, mais tout ça au fond est assez cohérent. Oui, et d'ailleurs j'avais commencé comme ça. J'avais commencé par un livre, j'avais 17 ans, Les Enfants de l'Aube. Et puis aujourd'hui j'en écris encore. Il y a un manuscrit que là, je ne peux pas m'empêcher d'écrire la nuit, alors que je suis en train de répéter et en train de faire mes émissions.
Mais j'ai beaucoup de bonheur avec ça, avec la Compagnie des écrivains. Là, j'ai écrit un livre sur un éloge des écrivains maudits, tous ces gens qui me fascinent, qui sont soit morts trop jeunes, soit suicidés. On a presque l'impression d'ailleurs que vous auriez presque aimé être un peu maudit, c'est-à-dire que au fond, non mais on le sent, il y a chez vous presque. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, de l'admiration aussi, bien sûr. Moi, je sais que ma vie a été dorée. Bon, j'ai eu des épisodes personnels, familiaux, douloureux, super très douloureux. Parfois, je les ai transformés en livres, d'ailleurs, d'une certaine façon. Notamment autour aussi, de votre fille, Solène. Voilà. Et ça aide, parce que la vie, c'est une suite de pages, vraiment, puisqu'on parle de livres, c'est une suite de pages. Et il faut vivre les choses goulûment. Et parmi les écrivains contemporains, est-ce que, je sais pas, quels sont ceux qui retiennent vraiment votre attention aujourd'hui, ou vous pensez qu'ils vont rester comme des écrivains majeurs ? Il y en a beaucoup qui resteront, ça c'est incontestable. C'est impossible de dire. Voilà. Ceux dont je parle dans mon livre, il y en a 80, ils sont tous morts. Donc le problème est réglé. Mais par exemple, les maudits. C'est pas tout à fait anormal que, quand je dis pas tout à fait anormal, c'est tout à fait normal, légitime, que l'Académie Nobel ait reconnu à la fois Le Clésio puis Modiano, parce que ce sont deux personnages dont l'œuvre durera bien après leur disparition. Alors évidemment, on imagine que ce sera beaucoup moins de la littérature, mais il y a un livre qui est très attendu cette semaine, qui est celui de François Hollande. On a l'impression qu'il ne peut jamais s'arrêter de parler, lui, puisque effectivement, 1 an à peine après être parti, voilà qu'il publie ce livre, Leçon du pouvoir. Vous en attendez, vous vous dites, c'est bien, c'est toujours bien d'écrire, ou est-ce que c'est un peu tôt, ou est-ce que vous en attendez quand même quelque chose ? C'est toujours bien d'écrire. Très franchement, il vaut mieux écrire que faire écrire, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de sa dernière expérience, quand vous convoquez. C'est pour ça que, effectivement, en termes de parole, des journalistes, dont vous ne savez même pas. Pour le fameux, un président ne devrait pas dire cela. Et d'ailleurs, vous récoltez même pas de droit d'auteur au passage. Franchement, ça vaut pas le coup. Hein. Vaut mieux écrire son livre par soi-même. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre sort dans la même maison d'édition. Visiblement, il va être un pavé aussi gros que le fameux Davet et l'homme. Un président ne devrait pas dire ça. Le seul problème, c'est que ça tombe cette semaine et qu'on vient de désigner le premier secrétaire du Parti socialiste. Et je peux vous dire que dans l'entourage d'Olivier Faure, ils sont pas très heureux que François Hollande essaye de revenir par la fenêtre, etc. Il le fait sans doute pas pour ça. Non, je pense pas. Mais c'est vrai que ça ne facilite pas la vie de ce nouveau premier secrétaire. C'est également la même semaine que la prise de parole du président de la République, son successeur. Et il va même s'exprimer avant lui. Je vais même vous poser la question à tous les deux, comme je le demandais à l'instant à Patrick Poivre-Navarre. Est-ce que vous avez eu le temps d'être impatient vis-à-vis de ce livre de François Hollande, ou est-ce qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe ? Non, mais je sais que c'est l'usage, tout le monde dit, mais François Hollande, ça y est, la page est tournée, etc. C'est pas vrai. C'est toujours intéressant d'entendre la parole d'un ancien chef de l'État et d'entendre sa parole, parce qu'effectivement, on entendait sa voix dans le livre de Davet et l'homme, mais on a vu comment ça a influé sur la campagne présidentielle. Là, ça fait 1 an, c'est intéressant de l'entendre, et surtout s'il dit, et s'il fait ce qu'il dit, c'est-à-dire s'il a tiré les leçons d'un quinquennat qui a quand même était un échec politique. Donc oui, c'est intéressant, évidemment. Aura-t-il la liberté et le recul d'oser, y compris parler de ses échecs ? Ça vient trop tôt, vous pensez, Bruno ? Je pense que l'erreur, il se précipite. Je pense que le délai une sorte de bienséance aurait voulu donc c'est 10 mois, puisque bon, le livre a été terminé il y a 1 mois, c'est 10 mois, c'est moi je trouve que c'est trop tôt pour lui, et j'espère que le livre, il y a des choses dedans, sans doute, mais j'ai peur que ça passe un peu inaperçu et qu'il rate peut-être son affaire, je ne sais pas. En tous les cas, c'est très tôt, et encore une fois, François Hollande se précipite. Oui, mais on peut comprendre qu'il ronge son frein, qu'il a envie de ronge son frein, ça c'est sûr. Mais le problème majeur de François Hollande aura été le fait qu'il n'a pas imprimé. Et c'est pour ça que d'écrire quelque chose, de l'imprimer, c'est pas mal. Comment vous l'expliquez a posteriori ? Alors, j'ai une forme de bonhomie sympathique qui faisait qu'on n'avait jamais peur de lui. Personne n'a eu peur de lui. Il faut impressionner. Il faut de l'autorité. Dès le premier jour, dès le premier mois, il n'a pas impressionné, y compris son entourage et ses ministres. Certains d'entre eux en ont profité. Bon, il y en a un qui en a un peu rajouté en faisant une cuvée du redressement productif. Bon, il a été viré, mais il a fallu beaucoup de temps pour qu'il le soit. Hein. C'était pas... Là, Macron, je peux vous dire qu'il
ils ont la trouille autour de lui. Hein. Donc, Sarkozy, c'était la même chose aussi. Donc là, il y avait un problème d'autorité. Et deuxièmement, c'est ça, ce côté, vous voyez, comme ça, sympathique, bonne tête, un homme... Finalement, manque de verticalité du pouvoir. Ça, voilà. Moi, je pense que l'autorité, bon, du Jupiter, ce sont des mots, mais quand même, il faut de l'autorité. Les gens, contrairement, vous savez, il a été élu parce qu'il a dit, moi, je serai un président normal. Voilà, sous-entendu, celui d'avant, il était anormal et extra. Mais ça veut dire aussi que les Français avaient envie de cette bonhomie. Ils avaient envie de ça en comparaison avec le précédent, mais sitôt vous arrivez au pouvoir, immédiatement, vous devez être président de la République. Et ça, de ce point de vue, Emmanuel Macron l'a très bien compris. Il a en réalité payé, c'est ce que vous dites, sa fameuse normalité. Moi, je n'ai pas président normal, ça n'existe pas. Déjà, pour accéder à cette fonction, la normalité a disparu déjà depuis longtemps. Est-ce que c'est pas tout simplement le problème des socialistes avec la Ve République, mis à part Mitterrand, qui lui, on pourrait revenir sur son identité socialiste, vous l'avez bien connu, Patrick. Mais je pense que François Hollande... 14 ans, lui. Hein. Oui, mais François Hollande, c'est la question au fond du PS et de la Ve République. Est-ce qu'il l'a vraiment accepté ils l'ont vraiment intégré dans leur façon d'exercer le pouvoir? J'ai envie de vous poser cette question-là, justement. Vous en avez interviewé beaucoup, finalement, des présidents de la Ve République. Et avec le recul, lequel est celui que vous avez le plus respecté ou qui vous a le plus surpris dans l'interview? Il fut un temps où, quand vous rencontriez Georges Pompidou ou Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand, on était quand même dans nos petits souliers. Après, on est arrivé sur un temps où, où les gens, on les connaissait bien parce qu'on avait grandi avec eux pratiquement. Bon, parfois, on les tutoyait d'ailleurs, sans que ce soit pour autant de la connivence. Et puis, quand même, c'est vrai qu'il y avait... Quand vous étiez chez ces personnages que j'ai cités, vous ressortiez du bureau à l'impression d'être un peu plus intelligent, quoi. Enfin, ça vous tirait vers le haut. J'ai appris quelque chose. Ça s'est arrêté avec Mitterrand? Non, parce qu'avec Chirac, c'est autre chose, mais Chirac, il était... sa fille derrière le dernier président. Tout était cadenassé, quoi. Cadenassé, c'est vraiment le mot, cadenassé. Et après, sont arrivés les éléments de langage, ce poison de la politique, c'est-à-dire voilà ce qu'il va falloir dire, monsieur le président, machin, etc. Puis on envoie ça à tous les lieutenants. Et c'est pas bon parce que rien ne peut rester. Mais à certains moments, vous avez osé être un peu insolent avec Sarkozy, par exemple, et vous avez trouvé face à vous quelqu'un qui en était mais vraiment outragé. Oui, mais d'ailleurs aussi bien Mitterrand que Chirac m'ont reproché cette forme d'insolence, d'impertinence, disaient certains. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'on est là pour les piquer, les uns les autres, que ce soit de gauche ou de droite d'ailleurs, et puis parce qu'il peut se passer quelque chose. Alors que si vous êtes trop gentil, dans une interview, rien ne se passe, et c'est pas bon pour l'intervieweur. Juste une petite question piège, c'est Jean-Pierre Pernaut qui va interroger le chef de l'État jeudi. Si vous étiez à sa place, vous lui poseriez quelle question au chef de l'État ? Je ne veux pas prendre la place de Jean-Pierre. Mais voilà, si vous pouviez l'interviewer demain, en tout cas, vous lui demanderiez quoi? Mais c'est ce rapport justement à l'exercice du pouvoir au temps, parce que tout va très vite. Là, il est en train, en ce moment, de nous faire quelque chose qui ressemble aux séquences Sarkozy. Vous savez, il lançait les choses, et puis après, je te lance un autre truc. Il y a un moment donné où les Français, ils ont juste besoin de se poser en disant, voilà, là on est sur la SNCF, mais ne mettez pas tout en même temps. Donc ça m'intéresserait de ficeler une question autour de cette excitation et cette façon d'exciter un peu et les journalistes, mais aussi les Français, les électeurs par nature. Prenons un peu de champ, un peu de recul. C'est pour aujourd'hui ou pour demain. Isabelle Pincé s'est penchée sur ces paroles de cheminots. Et au fond, les générations de cheminots se succèdent, mais les revendications restent les mêmes. Maintenant, c'est marche ou crève. Il faut les pousser jusqu'au bout, nos actions, pour obtenir le maximum de nos réclamations. La journée la plus difficile, c'est celle qui commence à minuit ou à 2 heures du matin. Et c'est celle qui nous emmène sur un parcours de 300 ou 400 km dans le brouillard et la nuit. Je crois que c'est un peu facile de dire qu'on prend les usagers en otage. Aujourd'hui, on a une remise en cause de beaucoup d'acquis, et particulièrement dans notre filière, des conditions de travail et du déroulement de carrière.
été dupé, volé. Et on me dit encore que je suis un nanti. Un nanti, un mec qui se lève tous les jours à 5h du matin. Ce gouvernement, il nous attaque. Il nous attaque avec grande violence. Et en plus, il se permet de nous injurier, de dire qu'on est des fainéants, etc. On est en guerre. C'est une guerre. Et il n'y aura pas de deuxième place pour le perdant. Quand on va les voir, donc effectivement, on ira au nous ordonne, là, ça va commencer cette semaine. Ils nous mènent la guerre. On est en état de légitime défense sociale. Conflit social tournant peut-être du quinquennat. C'est l'heure de vos gagnants et perdants, messieurs gagnants. Commençons avec votre gagnant, Bruno. Mon gagnant, c'est Gérard Larcher. Alors, on parlait tout à l'heure de la bonhomie. Moi, je relève la bonhomie du président du Sénat qui a quand même fait évoluer la réforme institutionnelle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a opté plutôt pour Larcher que pour Bayrou, notamment sur la proportionnelle. Bayrou était au grand désespoir de François Bayrou, c'était mon invité à midi. Sur la limitation du cumul dans le temps, bien finalement, c'est une affaire qui est reportée 2032, peut-être un peu plus. Et en plus, ça ne concernera pas les villes de moins de 9000 habitants, ce qui fait qu'à l'arrivée, ça concerne... ça exclut 35 000 villes sur 36 000. Donc, il a fait beaucoup de concessions, Gérard Larcher, Emmanuel Macron. Laurent, votre gagnant. Je vais être le seul à penser que c'est le gagnant de la semaine. Il s'appelle Olivier Faure. C'est le nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste. Mais c'est pas pour cette raison-là que j'en fais mon gagnant. C'est même pas parce que c'est le fils unique, dit-il, de François Hollande et de Martine Aubry, mais parce qu'il a prononcé cette phrase cette semaine. Le mouvement social, ce n'est pas le congrès de réunification des gauches. Et je pense que cette phrase est très très juste. Les responsables politiques qui veulent faire du mouvement social la grande coagulation des contestations et des luttes à leur propre profit politique, je pense qu'ils oublient les revendications des salariés. Et pour le coup, Olivier Faure, il a raison. Votre perdant, Bruno. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, il a la tutelle sur les transports, on l'entend pas beaucoup. Il a signé une tribune aujourd'hui, j'espère qu'il en a lu quelques mots. Par ailleurs, il ne parle pas beaucoup de Notre-Dame-des-Landes. Il parle pas beaucoup de Notre-Dame-des-Landes. Franchement, depuis le début, on est presque à l'heure du bilan. Je trouve que Nicolas Hulot, c'est une vraie déception depuis le début de ce quinquennat. Et Laurent, vous? Moi aussi, ce sont les écologistes en l'occurrence. Finalement, l'écologie aujourd'hui. L'écologie politique. Alors, pas parce que Jean-Vincent Placé a été placé en garde à vue cette semaine, pas parce que Cécile Duflot a quitté la politique, encore qu'à mon avis, c'est plutôt la politique qui l'a quitté, mais parce que les écologistes, et notamment ceux qui dirigent les Verts aujourd'hui, David Cormand, ne parlent pas d'écologie alors qu'on fait la réforme de la SNCF et que la question du train, mais c'est une question majeure. L'écologie politique, un mot, il n'en parle elle est morte toute seule, finalement. Patrick Poivre d'Arvor, si vous deviez retenir une chose forte pour vous ces derniers temps? Bon, les cheminots, quand ils parlent justement de leur famille, de ce côté comme ça, c'est très émouvant. Moi, j'ai eu la chance, quand j'avais 18 ans, pour gagner des sous, j'étais conducteur des wagons-lits. Je peux vous dire, cette population est très, très attachante. Après, ça a changé quand même depuis. On voyait les images de la succession, voilà, on n'est plus avec Moi, je mettais du charbon dans les trucs. Donc vous avez été, ça c'est un autre visage cheminot. Merci beaucoup, Patrick Poivre d'Arvor. J'ai de la sympathie pour Nicolas Hulot. Pardonnez-moi, mais bon, il a obtenu ce qu'il voulait. Je trouve que c'est pas un bon ministre pour l'instant. Il a encore 4 ans pour se rattraper. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous serez sur scène bientôt, puisque vous serez au Casino de Paris pour Patrick et ses fantômes. En tout cas, merci d'être venu jouer les éditorialistes avec nous, et on sent qu'effectivement vous reviendrez de ce point de vue-là. En tout cas, on l'espère.